Salut à tous, c'est la 100e de Gym Tonic et à émission exceptionnelle, invité exceptionnel puisque c'est l'entraîneur de l'OGC Nice, Franck Hez, qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. L'engagement a été pris il y a un peu plus d'un mois maintenant et nous sommes très honorés, très fiers d'être avec vous sur ce plateau cette semaine. Et puis soulagé un petit peu par la victoire contre Monaco également. Ça va faire du bien un peu à l'émission, je pense. Pas qu'à l'émission. Aussi. Mais on l'aurait pas reçu, si vous avez perdu. Allez, ils sont déjà très en forme pour m'accompagner cette semaine. Vous les connaissez, un coach, ils vous suivent tout au long de la saison. Il y a d'abord Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbercé avec son béret. Salut bon Will. Salut Mika. Et là, vous allez découvrir notre légende, la légende de Nice Matin, la légende de l'OGC Nice aussi. Philippe Kant, c'est avec nous. Du 19e siècle. Bonsoir. Le meilleur d'entre nous, évidemment. Voilà pour le casting de cette 100e. Et au sommaire, donc, de cette émission, nous reviendrons bien sûr sur ce succès dans le derby face à Monaco avec un focus sur Gaëtan Laborde, buteur décisif après une longue indisponibilité. Dans le pour-contre, nous nous demanderons si l'OGC Nice est à sa place après 9 matchs de Ligue 1 et 3 matchs en Europa League. Et puis, dans la seconde partie de ce Gymto, nous basculerons sur le déplacement à Brest samedi avant de fêter 700e dans le Souviens-toi, donc en toute fin d'émission. Mais on démarre donc avec ce succès 2-1 dans le derby. On va pas se mentir, Will, on ne donnait pas cher de la peau des Niçois avant la rencontre. Mais comme d'habitude, ce club, cette équipe, ça va nous surprendre. Avant la rencontre, déjà, les dynamiques faisaient peur. Juste avant le coup d'envoi, la dernière absence de dernière minute de Klos, la 6e absence majeure, faisait encore un peu plus peur. Et puis à la 44e, franchement, le scénario, la domination monégasque, on commence à se dire, bon, la soirée va être dure pour l'OGC Nice. Et puis au final, il y a une belle bascule. D'abord l'égalisation sur un beau coup franc d'Abdi, bien obtenu déjà, cette faute. Et belle tête de Guessant. Et puis derrière, en fait, la bascule avec cette malice, enfin un peu de malice chez ces Niçois, avec Shaw qui provoque un peu Vanderson, mouvement d'humeur, rouge. Et puis l'OGC Nice a su très bien profiter de cette supériorité numérique en deuxième période, a pressé et est allé vraiment mettre Monaco en danger. Le score aurait même pu être plus large, il y avait les opportunités pour. Mais c'est une très belle victoire, c'était un très beau match. On a vu un très beau derby. Donc franchement, une très belle soirée. Coach, on l'a dit après le match, évidemment, il y avait le contexte de l'après-match de Ferencváros où ça avait été compliqué, les blessures dont il a parlé. Là, elle fait vraiment du bien, cette victoire-là. Oui. Je dis toujours, d'une manière générale, il faut quand même du bien pour tout le monde. En l'occurrence, on n'avait pas gagné beaucoup depuis le début de saison. On avait gagné 2 matchs, il faut le reconnaître. Et on savait qu'on avait des échéances, à commencer par ce match de Monaco. On s'est douté que c'était un gros morceau. On s'en est rendu compte, en tout cas sur une partie du match. Et puis on a su s'accrocher quand ça tanguait, et puis aussi le faire basculer, parce que les joueurs l'ont fait basculer de différentes manières, mais on fait basculer le match. On va regarder les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. Stats favorables en faveur des Niçois, en tous les cas en nombre d'occasions pour l'OGC Nice, même si la possession a été en faveur de l'AS Monaco, un peu plus de tirs cadrés pour les Niçois, un petit peu plus d'occasions également. Leandra, est-ce qu'on peut parler pour l'exclusion de Vanderson juste avant la mi-temps de tournant de cette rencontre? Oh oui, c'est évidemment le tournant de la rencontre, parce qu'à 11 contre 11, c'est vrai que Monaco dégageait un tel sentiment de sérénité, un peu, voilà, ils étaient vraiment très très dominants. C'est une très belle équipe, Monaco, et quand ils jouent dans un fauteuil entre guillemets, c'est une équipe qui est très difficile à arrêter. Donc c'est sûr que Vanderson, il fait une erreur de jeunesse, mais une erreur qui plonge, en tout cas qui emmène ses coéquipiers avec lui dans la défaite. Mais le coach l'a dit, c'est aussi parce que Nice a su en profiter. Parce que Nice a été conquérant, a montré un visage très différent, très offensif, et a su profiter de chaque cadeau qui a été donné par Monaco. Tu étais assez irrité la semaine dernière après le match en Coupe d'Europe, après Ferencváros. Est-ce que ce match contre Monaco, Philippe, t'a réconcilié avec l'OGC Nice? Ben oui, c'est l'histoire du club. Hein. C'est les montagnes russes. Mais oui, j'ai beaucoup aimé ce derby. J'avais détesté le déplacement en Coupe d'Europe, et là franchement j'ai bien aimé. C'est vrai qu'ils sont réduits à 10, mais c'est après l'égalisation, donc il y avait un partout. Guessant avait été chercher cette tête, un Guessant
destructeur, quoi, dévastateur. J'ai adoré le match de Guessant. Et cette échauffourée, franchement, moi, il m'a fait plaisir. On ne devrait pas dire ça, hein, mais Parce que c'est un derby, parce que... parce que ça réveille ça et que de temps en temps, on trouve l'équipe niçoise trop sage et que voilà, on aime bien quand c'était un dérapage contrôlé. Donc voilà, à l'arrivée, c'est Monaco qui s'est retrouvé à 10. Et voilà, ça a fait la différence. Cette agressivité, coach, pas les échauffourées bien sûr, mais cette agressivité, elle a dû vous plaire aussi un petit peu plus, parce que vous avez souvent regretté cette saison que votre équipe parfois fasse pas assez de fautes, soit pas assez agressive dans le bon sens du terme en tous les cas. Oui, enfin, je ne demande pas les fautes pour les fautes, mais le curseur, il faut le monter un peu quand même. C'était une des stats que j'avais données la veille lors de la préparation du match de Monaco, en disant qu'il y avait 2 équipes qui faisaient le moins de fautes en France, en Ligue 1, c'était nous, évidemment, et le PSG. Le PSG, on sait pourquoi, ils ont 70% de possession. C'est pas besoin de faire trop de fautes. Nous, on n'a pas 70% de possession. Donc ça veut dire que, et notamment par rapport à ce que je peux demander, on doit augmenter l'engagement. Donc quand on augmente l'engagement, bah, parfois, on peut être à la limite, et puis il faut parfois aussi savoir en faire des fautes un peu malicieuses ou un peu. Parce que Vous l'avez félicité, Mohamed Ali Chow, Non, pour je l'ai cette pas- petite je l'ai pas- malice je Parce l'ai qu'il l'a reconnu, il est honnête. Hein. Oui. Après, je veux dire que le joueur de Monaco va la chercher Ouais, son carton jaune. Tant mieux dans Donc, le c'est panneau lui qui, facilement. quoi, ouais. c'est lui qui pousse. Bon, après, il faut utiliser tout ce qu'on peut utiliser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'égalisation a déjà fait du bien. Et ça a réveillé encore un peu plus. Et puis, à la mi-temps, on s'est dit que c'était une opportunité d'être à 1-1 à ce moment-là, d'être en supériorité numérique, et qu'il fallait tout donner et aller encore plus loin dans les intentions. Et c'est ce qu'on a fait. On aurait certainement dû à un moment creuser l'écart, même si on a aussi une occasion contre nous, et ça peut aller vite, mais on a été la chercher, et finalement, elle est logique, même si on a été bousculé pendant une bonne partie de la première mi-temps. On a vu qu'à Monaco, quand même, il y avait une absence, mais elle était majeure, c'est celle de Zakaria. Je pense que quand le Monaco encaisse l'égalisation, derrière, ils perdent un peu le fil. Cette expulsion y contribue aussi. Et je pense qu'ils ont manqué d'un vrai taulier dans l'équipe qui a un peu, pour ramener un peu plus de sérénité. Ils ont perdu le fil complet en deuxième mi-temps. On sentait l'équipe coupée en deux, même Hutter qui fait un gros changement tactique. Il finit avec quasiment 5 attaquants. Mais c'était un adversaire coupé en deux et qui avait perdu complètement le fil du match, et Nice a bien su en profiter. Ça les a un peu déréglés, vous pensez, coach, l'absence de Zakaria, qui est peut-être le meilleur milieu de terrain de ce championnat depuis le début de la saison? Certainement, surtout c'est que c'est un joueur important. C'est aussi, c'est à l'échauffement du match. Maintenant, Pour une fois que si on parle de nous, Voilà. les joueurs importants, il en manquait aussi. Donc, Ouais. après, c'est comme ça fait partie du jeu, et on doit toujours s'adapter. Mais oui, bon, il y a des joueurs qui sont toujours un peu plus importants que d'autres, notamment sur cette dimension de leadership. Vous avez plus que tenu tête au Paris Saint-Germain quand l'équipe est venue ici. Vous avez battu l'AS Monaco. On considère aujourd'hui ces 2 équipes comme les meilleures du championnat de France. Ça vous donne de la confiance, au-delà du résultat et des points pris, ça donne de la confiance sur ce que votre équipe est capable de faire. En fait, ça donne à la fois de la confiance et en même temps d'exigence. Mm. Parce que si on est capable de ça, face à ces adversaires-là, même si on a perdu à Marseille, je pense qu'on avait fait un bon match, et je pense que les occasions dans ce match-là, et même le match dans l'ensemble, auraient dû amener à un autre résultat. C'est-à-dire qu'on est capable de monter le curseur, de monter un vrai bon niveau. Quel niveau, je ne sais pas dans la durée, parce qu'après, c'est la régularité. Et c'est pour ça que je vous parle d'exigence, parce que même si on a peut-être quelques circonstances atténuantes depuis le début de saison, mais je suis sûr qu'on doit être en mesure d'être plus performant tous les 3 jours. Voilà. On va regarder le tableau classement de cette Ligue 1. Donc après 9 journées, l'OGC Nice qui est donc 8e avec 13 points. On parlera tout à l'heure si l'OGC Nice est à sa place, mais on voit déjà qu'il y a un petit point d'écart seulement pour la course à l'Europe. En particulier, oui, tu voulais rajouter? Moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que j'ai vu pas mal notamment Skuro qui s'en est plaint, quelques supporters monégasques qui se sont plaints sur l'arbitrage. Moi, pourtant, j'ai vu un très bon arbitrage. Je trouve que pour une fois, enfin, on avait un arbitre cohérent. Et pour la situation où les monégasques râlent la main de Louchet, je crois que c'est une situation concrète où c'est le ballon qui va à la main, en fait. Le ballon va dessus, et qu'est-ce qu'il fait, Louchet? Il se coupe un bras. Donc, en fait, je veux dire, pour une fois,
l'arbitrage a été très cohérent. Le problème, Will, j'allais dans le contresens, c'est c'est qu'on ne que- sait plus, en fait. ouais. Si ses mains doivent être Des fois, sifflées, ça si elles ne doivent pas être siffle. sifflées, il la ramène près du corps à ce moment-là. Coach, quelle analyse vous avez de l'action, en toute objectivité? En fait, on en a parlé après le match, j'avais pas revu Ouais. l'action. En fait, ben, c'est vrai, c'est un centre qui est assez fort, mais bon, il a le bras, alors qui n'est pas collé, mais Il qui est le ramène. dans une position normale. Mm. Il n'a pas le bras écarté, levé. Donc je trouve aussi, ben, vous allez me dire, c'est facile, je suis le coach de Nice, mais en effet, il peut. D'ailleurs, on sent bien qu'il essaie de Oui, d'enlever la il le retirer, ramène on un voit peu, que- ouais. mais Est-ce que c'est ce geste qui a valu peut-être le fait je que... pense, l'arbitre et le fait que le bras soit pas décollé, disproportionné par rapport à la position normale. Mm. Il avait une position qui était logique quand on est défenseur, mais on peut pas toujours, jouer sans ses Puis je sans trouve ses que bras. la position de vouloir ramener le bras, c'est Oui. plus naturel que s'il avait fait l'inverse, Oui. relever les bras. Mm. Là, en l'occurrence, si le ballon passe et qu'il relève les bras à ce moment-là, là, je suis d'accord que c'est la main qui va au Très ballon. différent. Mais là, il referme avec la sensation que le ballon vient sur la main. Est-ce que tu dirais la même chose si la faute Non, avait mais lieu franchement, franchement, l'OGC oui. Nice. Honnêtement, oui, parce que franchement, il y a ce côté de l'assistance vidéo, moi, qui m'agace fortement. Il y a pas de cohérence d'un match à un autre, d'une décision à une autre. Il y a des situations similaires qui ne sont pas arbitrées pareil, et ça, c'est agaçant. Et là, je trouve que typiquement, sur cette situation-là, je trouve que là, la décision est cohérente, et j'aimerais qu'à chaque fois, on voit ce genre de décision pour ce genre de main. Je repense à, évidemment, la Kurzawa Ligue des Champions qui s'était retournée. C'était des situations comme ça où on voit bien que c'est pas la main qui va au ballon. Donc, Donc, la main de Boudaoui en finale de la Coupe de France. exactement, pareil, voilà. Et Boudaoui est comme pourtant, elle avait ça. été sifflée, Eh celle-là. ben oui, mais parce que, bon, on va pas rappeler que Madame Frappard, pour nous, est une excellente arbitre. Hein. Bon, Bon. voilà, le premier tac de la centième de la part de Will. On va faire le focus, tiens, de ce Nice-Monaco. On y va. Et le focus concerne Gaëtan Laborde, buteur décisif, puisque c'est lui qui inscrit ce deuxième but sur une passe décisive de Crépin Diatta. Une passe en retrait, évidemment, du joueur monégasque vers son gardien, mais quand même décisive pour Gaëtan Je l'avais Laborde. pas vu au mercato lui arriver. Non, il n'était pas dans Dernier l'effectif jour, il de est arrivé, l'OGC non Nice, mais là, c'est vrai que pour le coup, il a bien aidé les Niçois sur cette passe. On l'a tous vu partir de loin, coach. Hein, Gaëtan, on s'est dit, bon, ben voilà, ça y est, là, il est parti. Est-ce qu'on va encore avoir le manque de réussite habituel ou est-ce qu'enfin ça va sourire à l'OGC Nice? Est-ce que vous avez pensé ça aussi quand vous l'avez vu partir sur le but? Après, j'ai attendu que le ballon soit au fond des filets. Parce que il a très bien joué, il a bien fixé. Il a attendu que Et il a attendu gardien- que le gardien se couche encore Ouais. plus. Il a piqué le ballon, mais de la position qui était la mienne du banc de touche, je vois bien que le piqué est un peu croisé et j'attends quand même que ça touche les filets. C'est ce qu'on a tous ressenti. Mais en tout cas, il a très bien joué le coup et pour le coup, on sait que Gaëtan a des vrais points forts dans la finition. C'est un attaquant qui aime attaquer le but, qui cherche à l'attaquer dès que c'est possible. C'est pas forcément étonnant que ce soit lui qui ait marqué. Et pour en avoir parlé avec quelques supporters, même au stade ou devant la télé, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est dit donne-la, Boudaoui, qui était juste à côté. Et finalement, il fait ce super geste. Mais il y a eu tout de suite pourquoi il fait pas la passe? Au final, il allait pas la donner, Gaëtan. Il le sentait que c'était pour lui, celui-là. Bien sûr, c'est un buteur. C'est un buteur, mais franchement, chapeau à lui parce que revenir de 2 mois sans jouer, il avait joué une mi-temps un peu plus à Ferencváros, mais il n'avait pas eu vraiment de situation devant le but. Et là, il en a une, c'est même pas une situation, c'est un but cadeau de l'extérieur. Mais faut le mettre. Quand tu pars seul au but comme ça fait 2 mois que t'as pas joué, tu te retrouves face au gardien dans le derby, fallait le mettre. Franchement, costaud. On va regarder les stats de Gaëtan Laborde sous les couleurs de l'OGC Nice lors de ses 3 saisons, puisqu'il vient donc de débuter sa 3e saison sous les couleurs niçoises. 16 buts marqués la première année en 44 matchs joués. La saison dernière, eh bien, un peu moins de buts marqués parce qu'il a été aussi beaucoup baladé sur le front de l'attaque, sur les côtés. Et donc cette saison, il a débloqué son compteur avec 4 matchs joués, un but, une passe décisive. C'était lors de son tout premier match, la passe décisive à Auxerre. Philippe, on parlait du manque d'inefficacité de l'OGC Nice depuis le début de la saison. Le coach l'a souvent souligné aussi. Est-ce qu'un joueur comme Gaëtan Laborde, là, à présent, ça va être le facteur plus pour l'OGC Nice? Mais j'espère. Il faut croiser les doigts. Hein. Après, on n'est jamais sûr de rien au foot. Mais bon, déjà, on a vu que c'est un joueur d'axe.
Moi, Laborde ailier, je sais pas. T'as du mal à comprendre. Ben, c'est pas un mec qui va à 2000, c'est pas un mec qui dribble, qui va effacer un joueur comme ça. Quand je le voyais, ailier droit, ailier gauche, faux ailier, piston, j'avais un peu de mal, mais bon. C'est comme ça, mais là il a prouvé que c'était un joueur d'axe et donc il a mis ce but, mais c'est vrai que par exemple, moi j'avais pas eu autant d'indulgence que William sur son match à Ferencváros où T'as eu indulgence pour personne. j'ai jeté 3-4 mandarines sur en plus j'étais chez mon cousin donc je m'en foutais de la télé, donc j'ai jeté il m'a rendu fou, je sais pas, je l'ai pas vu et donc comme après le coach peut nous expliquer, hein, mais quand on regarde un match comme ça, c'est vrai que c'était son match de reprise. C'est son match de reprise, mais bon, ça faisait 2 mois, il s'entraîne, il n'a pas eu les croisés, c'est sûr qu'on va pas lui demander la lune, mais peut-être un peu plus, comme on avait envie de demander à tous les joueurs qui étaient ce soir-là sur la pelouse de Ferencváros. Ça surprend pas que Gaëtan Laborde, évidemment, marque des buts. Ce qui surprend peut-être, c'est l'envie qu'il met là à revenir au plus haut niveau aussi, et en étant décisif tout de suite, on dirait. Après, l'envie, c'est aussi un des points forts de Gaëtan. Parce que c'est un joueur qui est dans le championnat de France depuis longtemps. On le connaît depuis longtemps. Il a toujours été dans la générosité, dans l'effort, toujours été attiré par le but. C'est pour ça que je peux comprendre que les coachs l'aient fait jouer à d'autres endroits, mais je pense qu'en tout cas, son poste de prédilection, là où il peut le mieux s'exprimer, ça reste dans l'axe. Voilà, ça c'est sûr. Alors je dis ça tout en peut-être que je le ferai jouer sur un côté dans 15 jours. Mais oui. C'est compris maintenant. J'assumerai mes choix comme j'essaie de le faire toujours, mais je suis quand même d'accord en disant que pour moi, son poste aussi de prédilection, et là où il montre toutes ses qualités, ça reste dans l'axe. Et après, juste le petit retour sur le retour rapide de Gaëtan, parce que oui, c'était pas attendu aussi vite. Entre l'opération et ce qui a été fait, et puis son envie de revenir, c'était une bonne chose pour tout le monde. Et lui, il avait très envie. Nous, dès qu'il est revenu, même si quand on coupe quand même plusieurs semaines, il peut y avoir des hauts et des bas quand on revient sur le terrain, en tout cas les premières semaines, ça c'est logique. Le match de Ferencváros, pour moi, il est collectif. Et parce que le joueur le plus haut, quand autour, on n'est pas très bon ou on n'est pas bon du tout, c'est compliqué de briller quand on est là-haut. Donc, encore plus quand c'est un joueur offensif. Mais c'était pas une question de manque d'envie, c'était juste qu'il y a très peu de ballons exploitables et pas suffisamment de soutien et pas suffisamment de jeu d'une manière générale pour que lui s'exprime dans de bonnes conditions sur ce match-là. Mais il sort d'un long tunnel difficile quand même, Laborde. Oui. Ça fait combien de mois qu'il est... Ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué à peu près. Non, mais avant, il n'était pas en réussite, ça fait longtemps, la fin de saison dernière. Il avait été beaucoup baladé. Mais tu l'as dit, il a beaucoup joué sur un côté, donc ça a été parfois aussi compliqué pour lui. Bon, on va l'écouter, en tous les cas, il est content maintenant, Gaëtan Laborde. Il était ce matin en conférence de presse. Ça n'a pas été simple, là, forcément, comme quand je pense tout le monde dans chaque blessure, mais voilà, je me suis accroché, j'ai travaillé dur pour essayer de venir le plus vite possible. Voilà, donc au final c'est ce qui s'est passé, donc voilà, j'en suis content, j'en suis fier. Après, surtout pour l'équipe, c'était un match très très important. On était dans une phase un peu compliquée, dans le sens où on gagnait pas forcément les matchs, donc c'était vraiment surtout pour le collectif. Après, pour la vie personnelle, forcément, ça fait toujours plaisir de marquer, mais c'était surtout de ramener la victoire pour l'équipe, c'était vraiment très très important. Ramener la victoire pour Gaëtan Laborde, c'était évidemment très important pour lui et pour tous les supporters niçois. Vous leur deviez une petite revanche peut-être après le match en Hongrie aux supporters, surtout dans le derby? À partir du moment quand vous êtes pas bon, loin au-delà de la défaite en Hongrie, loin des exigences du haut niveau, oui. En tout cas, les défaites, ça fait partie du foot, ça fait partie du sport de haut niveau. Mais passer à côté d'un match et avoir le sentiment qu'on n'a pas tout donné ou pas tous ensemble et pas au bon moment,
Oui, on a en tout cas d'autres choses à montrer, un autre visage à montrer, parce que justement nos supporters avaient été bons en Hongrie, voilà, comme ils avaient été bons à la Lazio d'ailleurs. Et voilà, moi j'attends que mon équipe j'attends pas 50 choses, mais une des choses que j'attends, c'est qu'elle ressemble elle ressemble à ce qu'elle doit être, et elle ressemble aussi à l'environnement. L'environnement, les gens aiment bien avoir du bon foot, mais ils aiment bien aussi avoir des gens qui donnent tout. Voilà. Et à Nice, il ne faut pas croire, hein, vous connaissez mieux Nice que moi. Et ça, au moins ça, on doit le donner. Voilà. Au moins ça, on doit le donner. Après, on est assez talentueux, assez bon collectivement, assez efficace. C'est d'autres soucis, ça. Mais la générosité, la détermination, l'abnégation, le don de soi, on ne doit pas en faire l'économie, jamais. Philippe, c'est pas parce qu'il est là, le coach, mais juste un mot, il nous réconcilie aussi avec le football à l'OGC Nice, parce que la saison dernière, il y avait les résultats, mais on s'ennuyait un tout petit peu. Tu étais le premier à le dire. On s'ennuyait beaucoup. Donc oui, moi je préfère ce football-là, je préfère cette audace, ce sang-froid que ce qu'on voyait avec Farioli. Bon, il avait des résultats, donc on l'attaquait avec un pistolet à eau. Hein. Donc, et c'était difficile de le critiquer, mais en même temps, on s'emmerdait quoi, au stade. Et il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de... Voilà, c'était... Là, au moins, on est servi. Et puis, il n'était pas dans la lignée d'Histoire du gym en même temps. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ce que dit Franck, là, pour le coup. Et pareil, un soir comme en Hongrie, quand vous êtes sur le banc, vous qui avez connu la période lensoise, est-ce que vous dites pas qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Non, je me dis pas ça. Je suis déçu à la fin du match. Je suis en colère à la mi-temps, je suis déçu et en colère à la fin du match. Mais je me dis que j'ai du travail pour que. Mais parce qu'on doit être déçu quand même par. Oui, mais je l'aurais dit d'ailleurs. On se dit pas, mais putain, je suis venu faire ici, quoi. Non, je me dis pas ça. Je suis pas d'une nature nostalgique. Je me dis pas ça. Je me dis qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce qu'on doit faire, parce que je suis pas le seul à bosser dans le club, pour que l'énergie que l'équipe est capable de donner, parce que j'ai quand même vu des vrais matchs de l'équipe, on puisse le faire tout le temps. C'est peut-être utopique, mais c'est ce que je souhaite. En tout cas, le plus souvent possible. C'est ça. Et je me dis, quel levier on doit appuyer, Et forcément, le groupe que j'ai managé cette saison, que j'ai là depuis 4 mois, enfin 3 mois et demi, c'est pas celui non seulement que j'avais, mais qui a été construit aussi pendant des années. Ça s'est pas fait non plus en 3 mois. Donc voilà, je sais que j'ai du travail, mais je sais que j'ai un bon groupe, qu'il y a des bons joueurs, ça c'est une évidence, qu'il y a aussi des bons mecs, mais il faut que tout le monde tire tous ensemble et tout le temps dans le même sens et dans le sens du collectif et dans le sens des principes de jeu qu'on a envie de mener. Et ils le font, mais il faut le faire très régulièrement. Puisqu'on est sur ce match de Ferencváros, et après on n'en parlera plus évidemment, est-ce qu'on peut vous parler de tactique, coach, ou on n'y comprend rien, nous, autour de la table, comment ça se passe? Non, on peut parler de tactique. Juste, on se posait la question avec William, parce qu'on était tous les deux à Budapest, pourquoi regarder, entre guillemets, aussi longtemps la défense à 3, alors qu'il y avait un seul attaquant en face, et en étant mené au score? Voilà, c'est la petite question qu'on s'est posée. Alors d'abord, parce qu'on prépare beaucoup, je me suis... poser la question sur ce match-là, sur d'autres matchs. D'ailleurs, vous avez vu qu'on avait fini à 4, mais c'était pas. On était tellement mal parti que même quand on est passé à 4 derrière, et donc avec, on va dire, un joueur offensif de plus. Même si dans mon esprit, moi, je veux que mes pistons soient des joueurs offensifs, donc c'est presque en enlever un, mais bon, c'est encore un autre sujet. C'est qu'on a beaucoup moins de repères, et en plus je pensais qu'il y avait vraiment les moyens, et je reste toujours persuadé de faire mal à cette équipe avec de la fixation à l'intérieur, et de trouver ensuite nos pistons libres, et voilà. Mais oui, c'est une question que je me suis posée, mais à la 40e minute contre Monaco, je me la suis posée aussi. J'étais prêt à changer mon système à la mi-temps. Voilà, j'étais prêt à changer, et après il s'est passé des choses, et comme quoi finalement, en gardant le même système, on peut toujours discuter des systèmes. On peut encore plus discuter des animations, mais je pense qu'on doit encore plus discuter de l'état d'esprit, de ce qu'on met pour qu'un système il fonctionne ou les animations fonctionnent.
Et je crois surtout à ça. Et notre travail, celui qu'on fait 95 fois sur 100 dans les séances, il est avec un système, enfin, on travaille en structure, la plupart du temps, quasiment tout le temps dans notre système. On varie les animations, parce qu'il y a toujours des choses différentes sur les adversaires. Mais voilà. Ça n'empêche pas que je puisse changer de temps en temps de système. Je l'avais fait avec Lens. Mais voilà, je crois surtout à l'état d'esprit et ce qu'on met dedans avant de parler de système. C'est-à-dire que vous avez un plan B et un plan C, contrairement à Francesco Ferrari, qui disait que quand le plan A ne marche pas, il faut améliorer le plan A, en gros. Alors, je comprends ce qu'il veut dire, ce qu'il voulait dire quand il disait ça. Je comprends qu'il faut toujours améliorer son plan A. Oui, bien sûr, il faut qu'il soit plus fort à chaque fois. Mais ça n'empêche pas qu'il faille par moment avoir un plan B, un plan C et encore plein d'autres plans, parce que à la fois les blessures de dernière minute, le scénario du match, vous jouez à 10, vous jouez contre une équipe à 10, il faut être dans l'adaptation, donc on ne peut pas rester que dans le plan que vous avez formulé au départ. Voilà, parce qu'il peut se passer tellement une blessure au bout d'un quart d'heure. Donc je comprends l'idée de développer son plan A, mais il faut avoir d'autres plans. Évidemment. On va passer au pour-contre de la semaine. On y va, c'est parti. On a vu le tableau du classement tout à l'heure. L'OGC Nice est donc à la 8e place pour le moment en Ligue 1. Un peu, on va dire, à la traîne. Pas mal à la traîne même en Europa League pour le moment, avec un seul point de marqué en 3 matchs. La question est donc toute simple. Est-ce que l'OGC Nice est à sa place? Honneur aux dames, bien évidemment. Léandra, c'est à toi. Bon, Nice est à une place. Donc, pour moi, il est à sa place, dans le sens où il n'y a pas eu d'erreur manifeste de l'arbitrage, par exemple, qui aurait pu mettre Nice dans l'embarras. Mais on va dire que Nice a perdu, n'est pas à la place en tout cas où son potentiel doit l'amener, encore. Il a égaré des points. Attention à ce que tu dis. En début de saison, on peut penser à Auxerre, à Toulouse, contre Marseille aussi, il aurait dû faire un meilleur résultat. Contre Nantes récemment, la première mi-temps, Nice aurait dû tuer le match. Donc on va dire que cette 8e place, on va dire que c'est la place d'une équipe qui a été ralentie un petit peu dans son apprentissage par les blessures. Ça, c'est une circonstance qui est atténuante et qui doit être soulignée. Qui aussi se pénalise par son manque d'efficacité, forcément, parce qu'elle se crée des situations, elle est agréable à avoir joué, mais au final, si elle ne tue pas le match, et c'est ce que le coach répète souvent, bah, c'est l'ère de la guerre de marquer des buts, donc elle se pénalise par rapport à ça. C'est une équipe qui manque encore de régularité dans un match et dans l'enchaînement des matchs. Et puis, moi, j'ai aimé les réactions que j'ai vues contre la Lazio de Rome, enfin, après la Lazio, après Ferencváros, mais j'attends de Nice qu'elle ne soit plus une équipe à réaction. J'attends de Nice que ce soit une équipe qui soit capable de mettre le même engagement d'un match à l'autre, même si c'est difficile, même s'il y a des absences. Et pour le moment, Nice le montre, mais pas encore assez pour me dire que Nice n'est pas à sa place à cette 8e place. Ok, Will. C'était un peu long. Non, concrètement, non. Je vais juste être factuel. Non, pour moi, l'OGC Nice n'est pas à sa place. En regardant le bilan, 12 matchs, seulement 3 victoires. Non, c'est pas assez. Et puis quand on regarde ce championnat, pour moi cette année, c'est pas un championnat à 2 vitesses, c'est un championnat à 3 vitesses. Il y a un tiers du championnat qui est vraiment d'une faiblesse grossière. On l'a vu, le 8-0 contre Saint-Etienne et Angers. Il y a vraiment 6-7 équipes très faibles. Il y en beaucoup, a... si cette équipe, quand même. Ah, pour moi, c'est un tiers du championnat qui est vraiment faible. Ça me paraît beaucoup, mais bon. Deux équipes qui jouent le titre, il y en a que 2, Paris et Monaco, et le reste du monde. Et quand on regarde Nice, qui est capable de prendre 4 points sur 6 face aux 2 meilleures équipes, en revanche, n'en prend que 1 sur 6 contre des équipes qui sont avec elle dans la bataille pour l'Europe, et aussi seulement 8 sur 15 contre les équipes soi-disant les plus faibles. Donc de partout, il y a des manques, sauf dans les gros duels. Donc ça montre que quelque part que cette équipe elle a le potentiel pour tenir tête face à de gros adversaires, mais elle doit le montrer contre des équipes un peu plus faibles. Donc pour moi, le l'OGC Nice n'est pas à sa place. Coach, la question vous est posée. Est-ce que pour vous, l'OGC Nice, aujourd'hui, est à sa place et en Ligue 1 et en Europa League aussi? Pour ce qui concerne la Ligue 1, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Le constat. Que ça soit factuel ou un peu plus étayé. Le constat, il est... Ouais, le mien, il est... il est proche. Donc oui, on doit être... on a le potentiel pour. Certains matchs le montrent. Et après, l'efficacité, la régularité, c'est des choses qu'on doit aller chercher. Voilà.
n'y a pas 50 000 moyens. Et travailler, croire en ce qu'on fait et être investi tout le temps. Voilà. Après, l'Europa League, je pense qu'on aurait pu bien lancer cette Europa League en gagnant ce match qu'on a pourtant dominé largement contre la Real Sociedad. Ça, c'est sûr. Et au moins d'avoir 3 points, ça serait déjà un peu plus confortable et certainement plus logique. Et après, la Lazio, comme Ferencváros, c'est des matchs, alors Ferencváros encore pire, mais la Lazio, il nous a manqué trop de choses dans des confrontations européennes, même si la Lazio, c'est un adversaire bien supérieur à Ferencváros, pour espérer grand-chose sur ces 2 matchs-là. Donc on n'a pas mérité grand-chose sur ces 2 matchs-là, il faut le reconnaître. Et après, il y a, moi, la question que j'ai, quand je la pose, c'est que j'y réponds en partie, c'est qu'à un moment, avec les absents, est-ce que on avait la capacité de faire des matchs à haute intensité tous les 3 jours? Au moment où on a joué, on est obligé de constater que non. Voilà. Là, on va retrouver certains, même si je suis pas sûr de retrouver tout le monde encore dans les prochains jours. Mais je ferai des choix. Parce qu'en plus, l'enchaînement jeudi-dimanche, j'ai connu un enchaînement, dimanche, jeudi, dimanche, j'ai connu un enchaînement avec la Ligue des Champions avec Lens, qui était plutôt samedi, mardi, mercredi, dimanche, ce qui n'a rien à voir. En termes de récupération, face à des équipes qui ont 48 heures de plus, quand vous avez de groupe qui est un peu serré, qui a malgré tout quand même donné, c'est très très différent. Donc je le prends en compte, et je pense que cette semaine, je vais faire des choix forts que j'assumerai sur les 3 matchs. C'est-à-dire que, compte tenu, après je te donnerai la parole Philippe pour conclure sur ce débat-là, compte tenu de la position de l'OGC Nice aujourd'hui au classement en Europa League, la réception de Twente, on dit toujours qu'il faut jouer les matchs les uns après les autres, on le sait, on a compris, ça c'est des poncifs du football, mais quand même malgré tout, il y a une petite urgence à gagner malgré tout en Europa League, donc est-ce que ça ne devient pas ce match-là le plus important des 3? Les trois sont importants. On joue Brest, on joue Lille, 2 équipes qui jouent la Ligue des Champions, c'est ça, qui sont très armées, qui fonctionnent, qui marchent bien, voire très très bien. Il faut qu'on réponde présent sur les 3 matchs, qui sont 3 très gros matchs. Mais pour répondre présent sur les 3 très gros matchs, je vais pas faire 3 fois la même équipe. Voilà. Donc la meilleure équipe, ça sera celle à chaque fois que je pense commencer, mais avec une vision des 3 matchs. Et ceux qui joueront le premier auront tout à gagner. Et après ceux qui joueront le deuxième auront tout à gagner. Et on fera les comptes pour celui précédant la trêve internationale. Ce qui met une grosse pression à Leandra tout à l'heure pour sa compo probable du match face à Je n'y crois pas trop là. Ça lui met déjà la pression. Philippe, est-ce que l'OGC Nice est à sa place? La synthèse. Plus de leur. Tu sais plus ce qu'ils ont dit. Ils sont pas à sa place, alors ça serait quoi leur place? Le gym avec les ambitions et les capacités qu'ils ont, c'est déjà d'être dans le top 6 français, donc déjà dans les places européennes. Et là, ils n'y sont pas. Un point de plus. Voilà. C'est vrai que c'est pas très loin. C'est pas beaucoup, un point de plus. Et on devrait l'avoir. Ouais. Donc, alors, du coup, Du coup, je donne le point à Will. D'accord, voilà. C'est lui qui me ramène après. en plus, s'il veut pas rentrer à J'ai pied, pas de voiture. Jusqu'à quelle heure l'EHPAD il faut rentrer? 18h, j'ai la soupe. La bonne souplette. Fais gaffe, c'est Halloween ce soir. Il faut pas que. et pour en revenir au comparatif, C'est pas une fête que je fais. il va chercher les bonbons après. Les comparatifs, pour finir avec l'année dernière, c'est que quand même l'année dernière, ça gagnait, mais dans le jeu, il y avait plein de problèmes. Il y avait, on avait l'impression que c'est 1-0 et c'est clean sheet, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Il y en a eu 13. Voilà. Et alors que cette année, vu les circonstances atténuantes, vu le manque dans l'effectif, tout ça, on se dit que finalement, quand ils vont revenir, quand il va avoir l'effectif au complet, l'équipe ne peut que progresser. On est un peu dans le schéma inverse de l'année dernière où on se disait, à un moment donné, dès que tu vas prendre des buts, tu vas couler. Et là, à l'inverse, dès que tu vas avoir enfin l'effectif au complet, tu vas continuer à progresser. Surperformer, là tu sous-performes. Voilà, je trouve que la dynamique, elle est même totalement inverse par rapport à l'année dernière, au-delà des résultats. Oui, on sent que le meilleur est à venir, clairement. Mais quand on change 3 fois l'équipe, est-ce qu'on progresse comme une équipe qui reste toujours la même? Non, on prend plus de risques. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de joueurs qui peuvent être performants 3 matchs de suite. Tous ceux qui ont joué, j'ai 3 exemples en tête, qui ont joué beaucoup sur les 16-17.
n'ont pas eu de bobo, parce qu'il y a eu Maurice Bombito qui a enchaîné beaucoup et qui tient le choc, mais qui voyage beaucoup, qui fait les matchs internationaux. Et je sais qu'on peut être sur un fil. Ouais. Le deuxième joueur, c'est Pablo Rosario, qui a toujours un niveau de performance, qui a peu eu de problèmes, qui s'entraîne tout le temps, qui est suspendu contre Twente. Donc il pourra enchaîner les trois de facto. Et puis le troisième, c'est Evan, qui est le joueur offensif, même si je l'avais géré à la mi-temps de Saint-Etienne, puisqu'il avait une petite tension derrière la cuisse, qui vit sa première saison internationale aussi, qui enchaîne les déplacements. C'est les trois joueurs qui ont joué beaucoup et qui n'ont pas eu vraiment de problèmes. Tous ceux qui ont joué beaucoup, il y a eu des problèmes à un moment ou à un autre. Il y en a qui ont fait 2 entraînements en 4 semaines, il y en a qui ont fait 3 entraînements en 6 semaines, qui reviennent. Et je suis obligé de composer avec tout ça. Il y en a eu qui ont des tensions musculaires à l'adducteur, l'autre à l'ischio, l'autre un petit problème au genou. Et donc, si j'avais mes 18 ou 20 à l'entraînement depuis 4 semaines, je ferais des choix uniquement sportifs en me disant, ils sont capables, parce qu'à un moment, un joueur en pleine forme, il est capable de faire 3 matchs dans la semaine. La plupart, il n'y a pas trop de difficultés. Commencer 3 matchs en tout cas. Là, j'ai trop de points warning qui me font penser que je dois faire certains choix. Mais coach, dans ces moments-là, est-ce qu'on se dit que c'est parce que l'effectif global est construit avec trop de fragilité est-ce qu'on se dit aussi que c'est de la malchance? Est-ce qu'on dit que c'est l'entraînement aussi un peu trop qu'est-ce qu'on se dit? On peut se dire que c'est toujours multifactoriel. Évidemment que certainement notre façon de s'entraîner, elle demande plus d'intensité. Peut-être que même si je connaissais pas comment ils s'entraînaient avant, mais il y en a certainement un peu plus. La façon de jouer aussi, elle se veut plus positive et donc certainement plus énergivore par le système aussi sur certains postes en tout cas. Voilà, après, il y a aussi des joueurs il y a eu de la malchance. Bon, voilà, il y a de la malchance. Il y a parfois des joueurs qu'on peut jouer et à un moment, donc, quand ils sont amenés à jouer plus, bah, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis, il y a tellement d'éléments à prendre en compte. On essaye d'y réfléchir, de voir ce qu'on peut améliorer. Et on doit l'améliorer, mais on régule déjà beaucoup de choses. Dans l'entraînement, dans la récupération, par exemple, sur la récup, parce qu'elle est aussi psychique, la récup. Et je donne des jours de off parfois dans des semaines à 3 matchs, ce que je ne faisais pas avant, juste pour que les mecs puissent avoir parce que la récupération psychologique elle compte. Si c'est pour les avoir 20 minutes sur le terrain et qu'ils viennent, quel est l'intérêt? Là, je vais vous donner l'exemple, les internationaux après le match de Monaco, tous ceux qui avaient joué et qui ont fait les matchs, les sélections et qui n'ont pas coupé chaque trêve, ils ont fait les soins et le décrassage à l'issue du match, et je leur ai laissé 2 jours. Alors qu'avec un match le samedi, d'habitude, j'aurais jamais laissé 2 jours. Jamais. J'aurais laissé une journée, mais j'aurais pas laissé 2 jours. Mais là, je me dis que il faut le faire. Il faut le faire. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Chacun peut juger, c'est pas le problème, mais en discutant avec le pôle perf, en ayant les sensations, en discutant avec certains joueurs, je pense qu'il faut le faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit paramètre aussi qui est entré en compte dans les blessures? C'est le fait que vous arriviez, votre passé de formateur qui n'a pas peur de donner la chance aux jeunes. Est-ce que certains jeunes n'ont pas voulu trop montrer aussi à l'entraînement? Je sais à quoi vous faites allusion, pardon. Et illusion un peu aussi. Mais il y a eu de l'engagement, il y en a par 2 fois qui ont provoqué des blessures. C'est vrai, de jeunes joueurs. Mais c'est aussi difficile de leur dire venez, mais il ne faut pas que ce soit des sparring partners. Il faut que ce soit des joueurs qui montrent leur qualité. Une fois, c'était vraiment de la malchance. Une fois, c'était un geste qui n'aurait pas dû arriver. Chaque fois, on a expliqué, on a passé les infos, pas dire passer le savon, mais voilà, il y a des choses qui peuvent se faire et d'autres qui ne doivent pas se faire. Malheureusement, des blessures à l'entraînement, il y en aura, même sur des contacts, il y en aura toujours. C'est bien de les éviter, mais je ne veux pas aller en demandant à mon équipe, non, on tacle plus,
parce que sinon il va nous manquer d'autres choses aussi, quoi. Surtout quand vous dites en plus depuis le début, il faut de l'engagement sur le Oui, terrain. il faut de l'engagement, il faut être déterminé. Et si à chaque fois On dit qu'on joue comme on s'entraîne, donc. Ouais, je pense. On s'entraîne comme on joue. On joue comme on Ouais, s'entraîne. puis il faut éviter de se blesser entre eux. Hein. J'ai vu Ouais, c'est de ça Ouais, qu'on parlait. en Hongrie, Rosario. et Ouais. Ah oui, Rosario et Diop. Ouais. Rosario Diop. Ouais, ça fait un choc. Ouais. Bon, après, ce sont des choses qui arrivent et qui arriveront toujours. Bon, parfois avec la jeunesse, il y a de la fougue. Il faut juste la C'est maîtriser. vrai que là-bas, entre ça et le but, Ouais. le but, T'as pas trop de chance non plus, quoi. Ouais, le but, il est un Un peu. peu de malchance. On va prendre un petit peu plus encore sous vous, même si on vous connaît quand même assez bien, coach, dans le tac au tac. Le tac au tac, donc, avec Francaise, entraîneur de l'OGC Nice pour cette 100e de Gym Tonic. Coach, on l'a dit, vous l'avez déjà raconté, comment vous aviez débarqué ici à Nice et les hommes qui vous avaient convaincu. Passer de Lens à Nice, pas en termes de football, là. Première question. En termes d'environnement, c'est déjà autre chose, ça c'est sûr. Oui. Oui, c'est autre chose. Vous voyez, on est bientôt au mois de novembre. Je suis en manche courte. Le matin, à 7h du matin, quand je m'active sur ma terrasse, je suis en short et en t-shirt. Donc, oui. Et puis, il y a toujours toutes les régions françaises sont belles, mais on est particulièrement dans un endroit magnifique. Ça a compté dans votre choix ou pas du tout? C'est toujours un ensemble de choses. C'est pas les températures ni la beauté de la ville ou de la région qui m'ont fait venir ici. Mais à un moment, quand vous faites un choix, vous prenez tous les éléments. Le premier élément, c'était pas celui-là, mais il a fait partie des éléments. Vous savez, Car Nord-Ouest depuis 53 ans. C'est ça. Car Nord-Ouest en tant que footballeur, en tant que jeune, C'est en ce que je tant regardais, vous qu'entraîneur. n'êtes jamais venu dans le sud. Non, fois. ni dans l'Est, ni dans l'Est, ni au sud de la Loire. Je suis allé Ouais. jusqu'à Angers, Ouais. au plus bas. Et donc, il y a des moments pour le changement. C'était un moment pour moi pour le changement. Et quand on change, il y avait l'opportunité d'avoir un changement fort géographique aussi. Et je suis très heureux d'avoir fait. Vous vivez dans un petit village là, de l'arrière-pays. Ça aussi, est-ce que ça change par rapport à, on imagine qu'à Lens, vous pouviez même pas aller jeter le pain tranquillement, je pense. Est-ce que là, ici, vous êtes un peu moins reconnu, vous arrivez à trouver un peu plus de paisibilité au quotidien? C'est vrai que je sortais plus beaucoup à Lens. Voilà. Enfin, à Lens ou à Arras ou la région. Parce qu'en fait, c'est pas que je voulais pas le contact avec les gens, c'est super sympa. Mais en fait, quand vous faites un resto et puis si, bon, il y avait, Si vous faire 3 photos, 4. ou un peu plus même. Mais ça reste des moments magiques que j'ai vécu là-bas. Donc c'était juste que je voulais préserver aussi ma sphère privée et puis d'être un peu tranquille, les moments où il y avait un peu de tranquillité, parce que il n'y en a pas tant que ça dans le foot. Et là, en tout cas, oui, je suis toujours un peu reconnu, mais c'est pas dans les mêmes dimensions. Et puis le fait d'être un peu éloigné avec un peu de hauteur, ça fait du bien, c'est une bonne chose. Alors moi, il y a un truc qui m'intrigue. Pourquoi, une fois que le foot sera derrière vous, vous allez aller à Dinard? Ah, parce que j'adore la Bretagne. Alors, je suis normand d'origine, mais comme j'ai travaillé beaucoup dans l'ouest de la France, j'ai pu découvrir pas mal la Bretagne notamment, et c'est aussi une très très belle région. Et donc Dinard, c'est un endroit que j'aime bien. Ouais. Donc on a acheté un petit pied à terre dans Dinard pour aller se ressourcer de temps en temps. On dit aussi que, si c'est vrai, j'ai lu ça, une de vos émissions préférées à la télé, c'est Nu et culotté. Ouais. Et est-ce que c'est pas un peu ce que doit faire le l'OGC Nice aujourd'hui sans argent? Ouais, en tout cas, pas sans argent, parce qu'il y en a quand même. Oui, je suis mauvais. Il y a des clubs qu'on en beaucoup moins. Qu'on en vient voir. Mais avec des moyens qui sont plus les mêmes. Voilà. Plein de raisons aussi. Et quand il y a un peu moins de moyens, il faut être créatif, inventif et culotté. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée, même si le club garde des moyens. C'est une émission pornographique? Non, alors je te fais le petit speech. C'est deux jeunes qui partent à chaque fois nus et sans argent, sans habits, et ils se font. C'est au gré des rencontres qui s'habillent. Mais c'est aussi assez.
Et dans notre société actuelle, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un peu à contre-courant aujourd'hui? Ouais, mais j'aime bien enfin, d'abord, c'est quelque chose de très humain, cette émission. D'abord. C'est des rencontres. C'est des rencontres. C'est aussi il y a toujours un rêve, au final, en partant de rien. Et c'est pour ça que d'abord, l'esprit de l'émission, j'aime beaucoup. Et puis les rencontres, c'est ça qui anime une vie, en fait, finalement. Que ce soit une vie de sportif ou une vie d'homme. C'est les rencontres qui donnent du piment et dont on se rappelle, au final. Donc c'est pour ça que je trouve que cette émission est une très très belle émission que je regarde depuis pas mal d'années. Donc seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Toujours. Vous parliez des moyens qu'a l'OGC Nice aujourd'hui. Est-ce que, contrairement à d'autres coachs ou peut-être des directeurs sportifs avant vous, c'est bien le projet qu'on vous a vendu, celui que vous avez aujourd'hui? Oui, à 99%. 99%. C'est toujours un petit pourcent, il faut le garder. J'ai après l'émission. Non, mais à 99%, les échanges que j'ai eus avec le président River, avec Fabrice Bocquet, le DG, et ensuite avec Flo, voilà, on savait que, enfin, je savais, ils m'ont expliqué comment ça allait se passer. Après, il y a des choses qui sont venues un peu plus, qui sont pas liées au club, mais qui sont aussi liées aux droits TV. Donc, ils en ont remis 1% ou 3% ou 5% de plus ou de moins, on va dire, ou même un peu plus. Mais ça, c'est pas les gens du club qui peuvent grand-chose. Donc, on s'adapte, et on s'est adapté. Voilà, il faut faire des choses différentes. Quand il y a un peu moins de moyens, on avait regardé certains joueurs à un moment, et, le budget n'est plus le même, le budget recrutement n'est plus le même, ben on fait différemment, ça n'empêche pas d'avoir des très belles pioches. Et ce qui était intéressant aussi, c'est Florent Ghisolfi, on le sait, vous êtes assez proche de lui, l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice. Il est parti, on pensait, Francaise n'aura peut-être plus aucune chance de le voir comme sur le banc de l'OGC Nice, et ça n'est pas du tout entré dans vos critères, cela, au final, alors qu'on parlait de vous déjà il y a quelques mois, du côté de l'OGC Nice, quand il était là. Oui, je sais. Et vous avez même pas fermé la porte, vous avez même dit un jour, qui serait un jour, je serais peut-être entraîneur de l'OGC Nice. Parce que c'est un métier où on a besoin de faire de la langue de bois, malheureusement, parfois. Mais j'aime pas trop en faire. Et quand on m'avait posé la question, je savais pas du tout que j'allais signer à Nice, à ce moment-là. Mais j'allais pas dire non et 3 mois après, venir. Non, je dis, le foot, je sais pas ce qui peut se passer. J'avais vraiment pas d'idée. Mais plutôt que de dire une bêtise, je préférais laisser la porte ouverte parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Et après, oui, il y avait Flo, mais il y a d'autres personnes que j'ai appris à connaître, certaines que je connaissais, notamment Fabrice, mais que j'ai appris à connaître. Et le feeling, il est bien passé. Voilà, c'est un beau club. Il y a un public avec une vraie force. Voilà. Alors, ils sont peut-être pas 40 000, mais j'espère qu'un jour le club aura encore plus de public, même si on avance, mais ça dépend beaucoup de nous d'abord. Mais il y a un vrai public avec des vrais passionnés. C'est une belle région, c'est un bon staff. Il y a quand même beaucoup de choses positives. Et puis peut-être que finalement le départ de Flo, c'était peut-être encore plus simple pour que je vienne. Ouais. Peut-être. Ça a facilité peut-être votre arrivée. Il y avait beaucoup de monde, enfin par Nice, il y avait du monde derrière la porte. Il y avait d'autres clubs français. Il y a eu un club anglais qui est venu, mais je venais de donner mon accord à Nice. Donc Vous avez dit mince trop tard ou... Non. Je donne mon accord, je donne mon accord. Et puis il y a eu aussi dans les pays du Golfe propositions. Parce que l'étranger, ça doit titiller quand on est... Oui, je l'ai dans un coin de la tête. Mon niveau d'anglais, que je travaille quotidiennement depuis 220 jours maintenant, reste insuffisant à mon sens. Je lisais un article, un entretien de Coco Ciodo là, hier, et il disait qu'il n'était pas parti à cause de ça. Parce qu'il avait besoin de passer beaucoup de choses par la parole, par les échanges, et moi je suis un peu pareil. Donc je sais que j'ai un niveau qui est correct, mais je sais qu'il faut que je sois à l'aise, il faut que je sois en confiance, il faut que je puisse passer les messages. Et aujourd'hui, on me dit oui, mais ça vient, tu le feras, t'as ton staff. Oui, certainement, mais
je vais être un peu plus armé si à un moment je dois partir à l'étranger. Rassurez-nous, le Jim Ratcliffe vous a pas appelé quand il a viré son coach là pour Eric Ten Hag de Manchester United. Eric Ten Hag. Ouais. Il n'y a aucun contact avec C'est pas Manchester possible. United, c'est pas On n'a possible. pas le droit de s'appeler. Ils ont pas le droit de parler avec eux. Même pas un coup de fil, rien. Pas le droit. Même pas un joyeux Noël plus tard, rien du tout. Une petite boîte de chocolat, rien. Ah là, ça serait mal vu. L'UEFA pourrait mettre une amende, rien que pour ça. Vous dites que vous n'êtes pas à langue de bois, c'est vrai, ça se voit, c'est tout à votre honneur, mais d'autres entraîneurs, et d'ailleurs beaucoup de vos prédécesseurs, le faisaient sans scrupule, notamment face à la presse. Parce que justement, souvent, c'est d'ailleurs les débats un peu que j'avais avec eux en privé, dire vraiment ce qu'ils pensent devant les médias, ça peut être mal pris dans les vestiaires, et du coup, c'était une précaution qu'ils prenaient tous. Vous, non. Non, quand je dis quelque chose aux médias, c'est qu'avant, je l'ai dit aux joueurs. D'accord. Quand je suis pas satisfait, après le match de Pierre-Henri Barros, par exemple, avant, à la mi-temps, après le match, pas besoin d'hurler dans tous les... Mais ils savent ce que j'en pense. Quand je leur dis quelque chose et que je fais la conférence de presse la veille du match, le soir, si je vous le dis, c'est que les joueurs, je leur ai passé le message. Okay. Sinon, je ne le ferai pas. Sinon, je ne vous le dirai pas à ce moment-là. Ce serait pas de la langue de bois, je le garde, parce que les premiers qui doivent avoir les messages, c'est eux. Sinon, si je passe les messages à travers vous, je suis pas réglo. Là. Non, mais en tout cas, ça change des prédécesseurs où souvent, après des soirées, Ferencváros, c'était le bel exemple. Soirée catastrophique, il n'y a rien. Et souvent, on avait des coachs qui venaient dire non, mais j'ai vu des bonnes choses. Ils faisaient beaucoup de langue de bois pour préserver un peu le groupe, mais les supporters se sentaient lésés, en fait. Ils avaient l'impression de ne pas voir les mêmes matchs. Alors que là, cette année, avec ce discours franc, c'est plutôt rassurant après des soirées ratées. C'est ce que je trouve et ce que je ressens avec les supporters. Landra ? Moi, je me demandais si humainement, dans votre groupe, vous avez découvert, je sais pas, des personnalités qui vous ont surpris. Voilà. Oui, il y en a plein qui me surprennent tous les jours. Vous avez un groupe jeune ? J'ai un groupe, oui, assez jeune, c'est vrai. C'est vrai. Et qui donc doit, d'abord individuellement, mettre du sens sur ce qu'ils font. Voilà. Donc ils s'entraînent avec le téléphone alors ? Non, ils ne s'entraînent pas avec le téléphone, mais ils l'ont trop souvent quand même. Mais voilà, on met certaines choses en place. Mais il faut que ça soit, aujourd'hui, il faut que ça soit dans l'échange. Voilà. Je pense que si on veut faire durer les choses, si on veut passer des messages et que les choses évoluent, si on n'y va que dans le conflit au quotidien, ça va pas durer longtemps. Si, je vais le faire 6 mois, puis au bout de 6 mois, ils en auront... Voilà, et puis on passera à un autre entraîneur. Moi, j'ai envie que les choses bougent, mais pour que les choses bougent, il faut le faire avec eux. Il faut qu'on le fasse ensemble. Si je bouge tout seul dans mon coin, ça va pas fonctionner. Donc, c'est pas la génération d'il y a 30 ans, et c'est pas la génération d'il y a 20 ans, ni celle d'il y a 50 ans. C'est à nous de nous adapter, à moi de m'adapter. Mais pour autant, moi, j'ai ma feuille de route. Je sais où j'ai envie d'aller avec eux, avec leur qualité, avec le staff, mais sans les joueurs, de toute façon, faites rien. Vous êtes sans les joueurs, vous n'êtes plus un entraîneur. Vous êtes sans la direction, vous n'êtes plus un entraîneur, et vous êtes sans les résultats, vous n'êtes plus un entraîneur. Mais il faut commencer d'abord. Moi, je travaille avec mes joueurs. Voilà. C'est pour ça que je peux leur dire, je peux sortir des choses parce que je leur dis les choses. Et je leur dis quand c'est très bien. Et après Monaco, quand on a fait le retour, voilà, je leur ai dit ce que vous avez fait à ce moment du match, quand tout le monde vous voyait terminer, c'est fort. Parce que Monaco, c'est très fort. Et même quand ils ont joué des équipes à 10, ils ne sont pas fait secouer comme on les a secoués. Donc, il faut prendre conscience de ça, prendre confiance et rester dans l'exigence. Parce que comme il y a un groupe jeune, et de temps en temps, peut-être qu'on a moins tendance à... Surtout quand on a de la qualité. Des fois, on est jeune et on a de la qualité, on pense que c'est normal et que ça va... Mais non. Il y a des joueurs qui ont de la qualité et qui ont de la qualité pour aller encore plus haut. Peut-être pas tous, mais il y en a qui ont de la qualité pour être encore plus haut. Puis des moins jeunes aussi. Voilà. Il y a vraiment plein de cas dans ce groupe. Moi, je suis content de mon groupe. Des fois, ils me mettent un peu plus de cheveux blancs encore que... En 4 mois, je pense qu'ils m'en ont remis quelques-uns supplémentaires. Mais je les adore. De temps en temps, ils m'énervent, mais je les adore. Voilà, je les adore et je suis sûr qu'on peut faire des grandes choses. Et ça vous permet de vous challenger aussi
vous-même Oui, oui. personnellement De toute façon, quand vous bougez, c'était aussi Ouais, c'est ça. de partir, de changer d'environnement, changer de club, changer de joueur, changer de. Mais quand on est entraîneur, c'est pas simple. Hein, vous croyez. On arrive, il faut emmener emmener tout le monde, emmener beaucoup de monde. Et bien sûr que c'est un beau défi. Parler français. Je dis trop de. C'est moi qui parle Je sais, mais comme je le dis souvent, c'est pour ça, c'est un beau défi. C'est un beau défi et ce métier-là, il est aussi passionnant pour ça. Voilà. J'ai hésité à rester à Lens 10 ans. C'est un défi aussi de rester dans un club 10 ans. J'ai hésité, je l'ai expliqué. Vous cherchez une maison, hein, d'ailleurs. Oui, les 3 dernières semaines, on visitait des maisons. Donc. Mais à un moment, quand j'ai fait le point sur tout, j'ai pris le temps, j'ai eu première semaine de vacances, et voilà, j'ai fait ce choix-là, et c'est un défi, puisque je sais que peut-être ça aurait été confortable de rester, ce qui n'est pas sûr non plus d'ailleurs, loin de là, mais je sais que c'était pas confortable de venir, mais qu'il y avait quelque chose à recréer, et puis après on y arrive, on n'y arrive pas, ben ça, on ne sait pas, on peut pas le savoir. Mais moi je vais mettre mon énergie, je vais la mettre, le temps où je serai au club, j'espère passer des beaux moments, et puis je serai très content comme ça. Vas-y. Et on parlait des blessures tout à l'heure. Est-ce que vous êtes quelqu'un de superstitieux ou pas? J'ai été quand j'étais joueur, le terme superstitieux, c'est pas le bon terme, mais on a des routines, on a des choses qui rassurent. Alors, je pense qu'on a tout ça, même quand Vous on est mettiez pas toujours le sportif. même slip? Ouais, longtemps. Longtemps, oui, c'est vrai. Ouais. Et à la fin, à l'époque de Laval, il tenait avec des straps. mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc je suis. Vous l'aviez lors de la demi-finale de Coupe de France face à Ouais, Nice. mais je pense que je l'ai jeté après. Je pense que je l'ai jeté après. Mais donc je suis plus vraiment superstitieux, mais j'ai des choses qui sont rassurantes pour moi. À commencer par ma famille. Ma femme, mes enfants. Voilà, qui sont avec moi depuis, ma femme depuis plus de 30 ans, qui sait tout ce qu'on a fait depuis plus de 30 ans, les bons moments, les très bons moments, les moments plus compliqués. Voilà, c'est surtout eux le socle. Voilà, surtout eux le socle. Donc c'est pas de la superstition, c'est des choses sur lesquelles vous vous accrochez et qui sont le plus important. Et vous appelez votre femme, il y en a encore un qui s'est pété là, j'en peux plus. Des fois, quand elle se balade depuis 4 mois, je pense qu'elle n'ose même plus me poser la question. Alors, lequel des fois, elle me voit, elle me fait oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai dit. Ça parle foot beaucoup à la maison? Bah beaucoup parce que j'ai encore mon fils qui travaille au club sur le recrutement, la post-formation, qui est encore là. Il va plus être là parce qu'il va prendre son appartement dans quelques jours. Mais donc quand il est là, oui. Alors il est souvent en déplacement, donc ça va. Mais on parle quand même pas mal foot. Avec ma femme, on parle pas du foot, mais on parle du club, on parle de l'environnement du club, on parle des gens du club, du foot en lui-même, pas trop. Mais le foot est quand même un sujet qui est omniprésent depuis toujours. Elle vient voir les matchs ou pas? Oui, elle vient voir voir tous les matchs. Ouais. Et puis à l'extérieur, elle regarde les matchs. Elle vient à l'extérieur, elle est venue parfois. Oui. Et vous êtes quel entraîneur quand vous perdez et quand vous rentrez à la maison? Vous êtes quel En fait, bon, je suis pas un entraîneur heureux, ça c'est sûr, mais ça dépend quand même beaucoup du contenu et les défaites. Tous les entraîneurs ils détestent les défaites. Vous dormez pas, vous... Ouais, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais ça peut être difficile des fois quand on a gagné aussi. Des fois, l'adrénaline. Ouais, l'adrénaline. Là, cette semaine, 2 fois, je me suis levé à 4h du matin parce que je suis en train de réfléchir sur les compos d'équipe, sur est-ce que je peux faire un truc différent. Parce qu'à 4h, je suis réveillé, je suis comme ça. Et après, c'est fini. Et non, ça dure okay. Souvent 1 heure, 1h30, 2 heures. Et je me dis, bon, allez, peut-être que je peux refaire 1 heure, de 6 à 7, parce que la journée va être longue. Mais voilà, c'est comme ça. Ou alors, il faut boire 2-3 litres de vin. Ouais. Si j'en bois 2-3 litres tous les soirs, ça va être compliqué. Ça fait partie de vos passions, hein, on le sait, vous l'avez dit, vous l'avez raconté. Dans l'environnement que vous avez trouvé ici, vous avez pu déjà déguster quelques bons vins? Oui, j'ai eu la chance d'aller chez Joe sur Belley. Voilà, on a passé un très très bon moment. Je le remercie, il m'a envoyé un message très sympa après la victoire dans le derby. Et je pense qu'on en refera d'autres. Voilà, on doit aller faire un petit tour un peu plus sur le terroir de Bandol dans les prochains mois, parce que j'aime beaucoup Bandol. Vous êtes fait au rosé ou pas encore?
Il y a des très beaux rosés, notamment à Bandol, et notamment la cuvée de rosé de Joe, qui est un rosé très très différent de ce qu'on peut goûter. C'est un vrai rosé de table. Et puis à Bandol, il y a je parle de Bandol parce que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des beaux rosés qui sont pas juste des rosés de piscine, quoi. Voilà. On parlait tout à l'heure au début de la météo. Est-ce que justement, des fois, est-ce que la météo, ça peut influer aussi sur les joueurs? La vie est belle à Nice. Des fois, on peut moins avoir envie de se faire mal. Il fait beau. Qu'à Lens, des fois, ça pousse un peu plus à bosser. Honnêtement, j'y crois. Enfin, j'y crois pas parce que profondément, j'espère que C'est pas possible. non, pour moi, c'est pas possible. C'est juste heureux d'être le matin à 7h sur la terrasse et qu'il fasse beau et de regarder un beau lever du soleil. Mais bon, après, quand on est joueur de foot, c'est de se développer chaque jour, quoi. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Alors peut-être que pour certains, mais c'est pas une question d'être dans le sud. Certains dans le nord, ça peut être la même chose, même s'il fait pas très beau. C'est vraiment plus lié à la personnalité, je pense, aux valeurs, qu'au climat. C'est une légende urbaine, parce que j'en parle sous caution de Philippe, mais souvent à l'OGC Nice, ça fait des beaux débuts de saison, puis quand l'hiver arrive, c'est plus compliqué. Oui, ça c'était à une époque, oui, c'est vrai que c'était, mais c'était les terrains, en plus Nice avait un jeu technique, avait un jeu offensif, Et la détérioration des c'était les terrains pleins de boue, tout ça, et puis voilà, et puis ça s'est soufflé. Vous avez eu le temps un peu de faire le tour, un peu, de connaître la région, l'apprécier un petit peu Oui, en tout cas, j'ai fait quelques belles balades, quelques belles randos dans le coin où j'habite. J'ai d'autres idées de balades. Je suis allé un peu dans l'arrière-pays. Je suis allé un peu. J'ai pas fait trop le bord de mer, même si j'aime bien. Je suis allé 2-3 fois à Antibes. J'ai bien aimé les vieilles Antibes. Je suis allé 2 fois à Nice en fait. Donc, Ah oui, vous sortez très peu sur je suis déjà allé dans le cœur de Nice, mais un peu de temps. Puis les semaines là, les matchs, la Coupe d'Europe, la supervision des matchs, la vidéo, etc. Quand je finis la journée, je remonte me mettre un peu ouvert. Une petite part de Soka, Soka, international alors. Oui. Une petite part de Soka, vous l'avez goûté ou pas Oui, encore j'ai quand même goûté la cuisine. Je crois que ce soir j'ai des petits farcis qui m'attendent à la maison. Sympa. Vous invitez tous. Donc, j'en ai pris que pour 2, mais Bon, on va s'arranger, on va passer un coup de fil. Et quand vous êtes venu de Lens, vous n'avez pas été tenté de prendre un ou deux joueurs là-haut, de venir avec. Vous aviez peut-être des vrais relais, des vrais joueurs, envie de venir. des vrais joueurs à vous, et puis. si la question c'est de savoir s'il y a des joueurs de Lens que j'aurais pu prendre, ou que le club, parce que le directeur sportif en suivait certains, le club en suivait d'autres. Oui, parce qu'il y a des bons joueurs, il y a des bonnes personnalités. Oui, mais je me serais pas vu partant aller chercher. D'ailleurs, les joueurs de Lens le savent très bien parce que j'ai pas appelé un joueur. Voilà, j'ai eu des contacts. Certains m'ont appelé, des agents m'ont appelé. Mais j'ai dit que je pense que c'était Parce que ça s'était calmé un petit peu la guéguerre. Oui, mais bon, Lens-Nice, avec. On aurait peut-être payé un peu plus cher aussi. Ouais. Avec le départ de Flo. Bah, ce sera pour la saison prochaine, peut-être. Je sais pas. C'est passé un peu de temps. Je sais pas, mais en tout cas, c'était très clair dans ma tête que c'était pas possible. Et puis il y a une autre chose aussi. Quand vous arrivez dans un club et que vous arrivez avec ne serait-ce qu'un joueur qui était avec vous les dernières années ou 2 joueurs. Même, ça peut être vis-à-vis du groupe. Ouais, vis-à-vis du groupe, mec du coach. J'ai eu Joe Claus qui était plus au club depuis 2 ans, mais voilà, c'était depuis 2 ans et c'était une opportunité. Mais c'est toujours un peu tendancieux. C'est délicat, évidemment. Et juste, pour terminer, est-ce que vous êtes, parce qu'il y a des coachs qui gèrent tous les joueurs pareil, stars, expérimentés, jeunes, tout ça, et d'autres qui gèrent au cas par cas. Quel coach vous êtes? Est-ce que vous gérez un Dante comme un Buonanni, comme un... Le management, il doit être individualisé. Ouais. Obligatoirement. Je vois pas comment on peut parler à tous les joueurs de la même manière. Ce qui compte, c'est de les respecter tous. Voilà. Ce qui compte, c'est de les respecter tous. Mais de leur dire les choses à tous
Et après, dans la forme, dans comment on l'amène, dans le questionnement, etc., c'est individualisé. Ils ont chacun leur histoire, ils ont chacun leur expérience. Donc, Bien sûr. ouais, il y a que quand je parle au collectif que je parle d'une seule voix. Mais sinon, je parle de 20 ou 25 voix différentes. Allez, on va passer alors au match de cette rencontre entre Brest et Nice. Donc, ce samedi, un match pour confirmer, coach, en tous les cas. Peut-être, on verra ce que fera le résultat, mais en tous les cas, dans l'engagement, dans l'envie, dans le jeu. Ça, c'est sûr. Mais de toute façon, si on met pas ça à Brest, honnêtement, j'ai joué plein de fois. J'ai entraîné avec Lens, on y a joué plusieurs fois. C'est des matchs Dans une première journée, non? qui naissent un sacré mauvais souvenir. Tout à fait. Non, c'est des matchs toujours très compliqués. C'est une équipe qui a vraiment de la qualité, avec Eric et son staff qui bosse très très bien depuis qu'il est là-bas, avec un effectif homogène et même beaucoup plus riche que l'an passé encore, je trouve. Donc ça va être un... Je sais pas si ça va être un beau match, je sais pas si c'est un gros match, mais un match compliqué, ça j'en suis sûr. Et justement, puisque vous en parlez d'Éric Roy, il a un petit message pour nous, Eric, et pour vous aussi, coach. On regarde. Bonjour les amis de Gin Tonic, cette émission culte maintenant qui, dans le paysage du football français, est incontournable. Donc bon anniversaire pour cette 100e édition. Voilà, je pense que vous allez bien, j'imagine, sous le soleil niçois. En tous les cas, voilà, plein de bonnes choses. Et puis peut-être on se reverra pour la 200e, mais en tous les cas, il est évident que c'est une émission qui marque maintenant le football français. Donc bravo à vous. Je crois que vous avez un invité justement de marque. Franck, un de mes anciens collaborateurs, en même temps maintenant collègue de travail. Donc voilà, j'ai une petite question pour lui, voir s'il est capable d'y répondre et savoir aussi pourquoi, si vous, en tous les cas, vous êtes capable d'y répondre. J'ai envie de demander à Franck et lui dire d'expliquer pourquoi j'ai failli te rencontrer le week-end dernier plutôt que ce week-end-là. Ok, puisqu'on vient de jouer contre Reims, je pense que tu sauras leur expliquer tout ça. Écoutez, je vous embrasse à tous et puis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, Franck, est-ce qu'il y a une petite histoire avec Reims? Alors, c'est pas avec Reims, précisément. C'est parce que je suis arrivé en 2017 à Lens. Eric est arrivé quelques semaines après moi. Je suis arrivé en septembre, il a dû arriver en octobre comme directeur sportif. Et à la fin de la saison, j'étais entraîneur de la réserve, j'ai été sollicité par un club belge pour devenir l'adjoint de Luca Elsner. D'accord. C'est ça l'histoire. D'accord. Et bon, c'était une proposition qui était intéressante, pourquoi pas. J'avais eu un bon contact avec Luca, directeur sportif du club, je connaissais bien, vous voulez absolument qu'on fasse la paire. Et donc j'ai demandé à la direction à Eric et à Simon Matriciano, le directeur du centre, ce qu'il comptait faire, ce qu'il voulait absolument. Moi, je venais d'arriver à Lens, j'étais dans quand même un club avec une histoire. Et oui, ils m'ont dit non, on veut que tu restes là, tu es sous contrat, on te prolonge. Ils ont fait un effort financier aussi. Et moi, j'étais bien dans le club. Donc je suis pas parti avec Luca. Je suis resté à Lens. Puis après, vous connaissez une partie de la suite. L'histoire leur a donné raison. Voilà, encore une idée brillante d'Eric. Hein. Bah oui. Mais on en a déjà parlé. Il a vraiment fait les choses à ce moment-là pour que je reste au club. Ce que réalise Eric Roy, justement, qu'on embrasse et qu'on remercie pour sa petite vidéo, évidemment. Mais voilà, ce qu'il réalise avec Brest, c'est bluffant, là, pour le coup. C'est bluffant, mais je pense qu'il est... Bon, d'abord, Eric est très intelligent, d'abord, pour commencer. C'est une bonne qualité, l'intelligence. L'intelligence émotionnelle aussi. Il comprend vite à qui il a affaire. Il sait laisser la place quand il faut. Il sait être le numéro 1 au bon moment. Et ça se voit dans l'équipe qu'il dirige. Et donc, c'est top. On s'est eu... je lui ai laissé un message le matin de son premier match de Ligue des Champions. Et il m'a appelé. On a passé 40 minutes au téléphone pour évoquer, l'expérience de la saison d'avant et puis ce qu'il allait vivre. Et puis, je suis content de ce qu'ils font pour le football français. Puis, je suis content pour Eric et pour Brest parce que c'est un club avec aussi beaucoup de valeur et ça se voit ce qu'il donne sur le terrain, ça dégage quelque chose, quoi. On va juste leur demander d'être un petit peu moins bon le week-end prochain. Écoute, j'ai regardé une stat.
Ils n'ont jamais gagné un match avant la Ligue des Champions. Brest. Ouais. D'accord. Bon, il faudrait Et- pas faire mentir cette stat. Et moi, je vais donner le numéro de téléphone portable d'Eric à l'antenne, comme ça tout le monde va l'embrouiller. Bon, celle qu'il faut pas embrouiller, c'est Leandra, parce qu'elle va avoir une grosse responsabilité Terrible. là maintenant pour la compo probable. Allez, on y va. Voilà, l'objectif, comme l'a dit le coach là hors antenne, c'est de donner les 3 compos de la semaine, pas C'est parti. seulement Je suis celle prête. contre Brest, Leandra. Alors on va la découvrir, le coach va la découvrir autant, en même temps que toi, peut-être qu'il la connaît pas d'ailleurs encore. cette compo de Bah, c'est samedi. peut-être la compo, on a entre guillemets pris le moins de risques parce qu'on se dit premier match, équipe type, et après on voit. Ouais, d'accord. Bon, Donc, alors, Vulca dans les cages. Baratelli. non pas encore. On a parié sur le retour des tauliers Youssouf et Dante en défense avec Qui reviennent de blessure, hein, les deux. qui hein. reviennent de blessure, mais a priori ils se sont bien entraînés ce matin. On a regardé un peu ça, ils avaient l'air en forme. D'accord. Confirmé, Après- coach, ils sont en forme. Ouais, ça a l'air d'aller. D'accord. J'attends. Et Bombito, qui pourrait tourner à un moment donné parce qu'il a bien enchaîné, mais là on se dit contre Brest, besoin de points, équipe type. Ok. Au Voilà. milieu. Au milieu, Jonathan Klaus qui retrouverait sa place, on espère. Milieu de terrain, enfin un double pivot, pas beaucoup de choix, mais Rosario qui sera suspendu contre Twente, qui jouera aux côtés d'Endombele et qui pourrait être ou ne pas jouer tout le match parce qu'il a besoin d'être préservé. Parce qu'on rappelle, Boudaoui s'est blessé. Hein. Boudaoui s'est blessé malheureusement Mhm. lors du match contre Monaco, les ischios, et le coach nous a dit ce matin qu'il ne reviendrait pas avant la trêve. Effectivement. Et puis à là, gauche c'est le doute qu'on a entre Ali Abdi et Melvin Barr. Melvin Barr, mais qu'on a vu strapper, qui a encore un peu des stigmates du match contre Monaco. Donc Abdi pourrait... Tu fais confiance à lui. Exactement. Et devant. Mais quoi, Bah, il est devant- blessé, Barre Il est revenu de blessure, il n'avait pas joué depuis Après, il est un un peu mois. fatigué après le match contre Monaco. Le coach nous disait même ce matin, Ouais. il y a eu quelques crampes encore dans. Ouais, Courbature. Courbature, on l'a par géré contre. un peu sur le début de semaine parce que Ouais. Comme Et moi, puis- après, ça va plutôt, Padoue, mais ça- grosse ça courbature. va plutôt bien. Ah. Bon, alors Ah. Melvin à gauche. Moi, je dis juste ça va plutôt bien. Mais c'est bien d'avoir deux bons pistons Oui. de chaque côté. Bien C'est sûr. important. Et puis la triplette devant, on a hésité quand même de mettre Laborde directement. Il aurait mérité peut-être après son... Moi, son j'étais but contre plutôt Monaco. Laborde que chaud, mais bon. Ah, voilà. Voilà. Mais moi, je trouve qu'il a fait un super match contre Monaco. Il est, je trouve, très important dans ce système-là. Ouais, virevoltant. Après, je sais que Guessant est très très bon en tant qu'animateur, donc on verra. Et Boga sur le côté gauche. Guessant, il est très bien sur le côté. Et c'est pas, ouais, c'est sur le côté sans être sur le côté. Oui. C'est- Oui, En fait, Voilà. c'est comme chaud, il est dans l'axe sans être tout à fait Voilà, dans c'est l'axe. ça. Ouais. C'est ça, là, c'est enfin, La subtilité. La oui, j'ai pas dit, on va dire ça, mais... Non, mais en fait, c'est de les mettre dans les meilleurs endroits, tout en ayant quand même du monde dans la surface. Enfin, c'est... Mais je trouve qu'en tout cas, c'est un trio qui fonctionne bien, qui peut permuter, qui amène. Voilà, il y a la puissance de Guessant, il y a le côté un peu virevoltant de Shaw, qui amène un peu d'incertitude, je trouve. Moi, j'ai une question sur un des trois devant, c'est Jérémy Boga. Est-ce que ça nuit pas à son profil de se retrouver moins excentré justement sur l'aile et dans la densité, est-ce qu'il s'en sort pas un peu moins? Moi, je trouve pas. Parce qu'il est plus vite sur le but. Et il devrait l'être encore plus. Les occasions qu'il a, ou les occasions qu'il donne, c'est en étant dans l'axe et dans les 16 mètres. Je trouve que les critiques sur son match ont été Contre Monaco, le dernier? contre Monaco. Quand je revois son match, alors bien sûr, je pense que c'est lié à des occasions qu'il a peut-être pas marquées ou voilà, où le gardien a fait les arrêts. Mais malgré tout, en tout cas, je trouve que sur sa deuxième mi-temps, il a vraiment fait des bonnes choses. Avec un peu plus de malice, il aurait dû obtenir un penalty. Ouais, c'est vrai. On a fait de la vidéo ce matin tous les deux. Mais Jérémy, bien sûr qu'il y a des adaptations par rapport à ce que je demande, par rapport aux habitudes qu'il pouvait avoir. Mais j'ai en tête son action où il est plutôt un peu dans le cœur du jeu côté gauche. Sur la prise de balle, il s'oriente vers le but, il accélère, il laisse Camara derrière lui. Et dans la densité, il met un peu un pointu qui passe pas très loin finalement du poteau. S'il est que sur le côté, il va amener que des centres. La plupart sont mauvais pieds d'ailleurs. Alors bien sûr, il est fort dans les 1 contre 1, mais je pense qu'il peut être fort dans les 1 contre 1
en étant plus proche du but et plus proche de l'axe, surtout là où on peut faire plus mal. Donc ça demande encore des aménagements, ça demande encore de l'apprentissage pour lui, mais c'est un joueur qui a tellement de qualité que... Il a des petites absences de temps en temps. Par exemple, contre Monaco, un joueur comme Guessant, on a l'impression qu'il jouait à tous les postes. Et c'est vrai que lui, c'est son pendant de l'autre côté et que voilà, on le voit moins. Je leur demande pas tout à fait les mêmes choses non plus. Je leur demande pas. Ivan, il a un peu plus de liberté dans le fait parfois d'être quasiment un deuxième attaquant, de venir sous l'attaquant, d'être l'attaquant parfois. Et donc, eh oui, mais ça, il faudrait nous le dire à nous aussi. C'est ce que je suis en train de faire. Avant le match, nous donner la feuille de consigne. Voilà, parce que des fois, c'est comme les pistons, Klaus Et Abdi, Klaus, qui a un remarquable piston, mais j'en reviens au match à Nantes, où il est battu sur le centre. Et j'ai l'impression que des fois, les pistons, c'est plus des latéraux comme avant, où ça savait mieux défendre. C'est toute la... En fait, le piston, il doit être aussi bon qu'un latéral, en fait, pour défendre. Parce que c'est... Quand on défend, quand on envoie un piston haut très fort, souvent, il faut que ça devienne notre quatrième défenseur, donc un latéral. Et donc, il faut être connecté, il faut être sur les prises d'infos, il faut avoir les bonnes techniques défensives. Et en même temps, toute la difficulté, c'est d'être en même temps capable d'être un joueur offensif, d'avoir un bon pied, d'amener du surnombre, du déséquilibre, du dribble. Donc c'est pour ça que c'est un poste qui est pas simple. Et souvent, ils ont, je dis bien souvent, une orientation un peu plus forte d'un côté que de l'autre. Des fois lié à leur parcours. Et d'avoir le piston qui a les qualités athlétiques, qui attaque très très bien et qui défend superbement, c'est des pistons à 30 millions d'euros. Et tout en gardant la lucidité. Et en regardant la lucidité. On a l'impression que vous affectionnez particulièrement les pistons qui sont offensifs. Oui, parce que si je joue avec des pistons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je veux que ça soit la plupart du temps des joueurs capables d'amener des surnombres, même si parfois je vais faire d'autres choix, parce que des fois il y a besoin d'équilibre, mais plutôt des joueurs offensifs qui sont, dans mon esprit, des joueurs qui sont capables de marquer des buts, capables de faire des passes décisives, et d'être, en plus de nos 3 offensifs, de notre milieu, plus de projection, les 5e et 6e joueurs offensifs sur nos attaques placées, parce que en fait j'ai plutôt la volonté d'avoir 6 joueurs offensifs. Et donc il faut qu'ils aient ces qualités-là, quoi. Bon, on pourrait rester des heures avec vous, parler coach, évidemment, de jeu. On est déjà à plus d'1h20 d'émission. J'ai une question. La dernière. Youssouf, vous le préférez où? Alors d'abord, je l'utilise depuis le début de saison derrière, parce que je trouve qu'il a une vraie lecture des situations défensives, une puissance athlétique, une capacité de relance aussi hyper intéressante à ce poste-là. Maintenant, je le connais parce que j'ai cherché à le recruter à un moment, donc et je le connais sur les 2 postes, et sa polyvalence, elle est quand même très intéressante. Donc, je sais qu'il est capable, dans un rôle peut-être bien défini au milieu de terrain, d'être aussi très performant, comme on va dire plutôt le joueur d'équilibre, le pivot du milieu de terrain. Mais je dirais que pour le moment, je le vois plutôt en numéro 1 comme un défenseur central. Avec les blessés, ça peut être une solution. Mais Oui, c'est une central question plutôt axe. je ferais... selon les circonstances. Selon les circonstances, ça peut être amené à jouer. Et après, le fait qu'il soit axe ou à droite, il a les capacités, d'ailleurs même pour être à gauche. Mais évidemment, là où il est le plus à l'aise, c'est axe ou axe droit. Et en fonction des matchs, en fonction des associations, des adversaires, ça peut jouer sur les 2 postes. Entre lui et Moïse, d'ailleurs. Plutôt entre lui et Moïse, mais il peut être aussi avec Mohamed ou avec Antoine. Donc, je suis quand même... sur les défenseurs, j'ai quand même pas mal d'associations possibles. Et entre eux, en fonction d'eux, et en fonction des adversaires qu'on rencontre, et des typologies, d'équipes de transition, d'équipes plus de possession, plus d'attaques placées. Donc plan A, plan B, plan C, ce qu'on disait tout à l'heure. Aussi. Voilà. Le cadeau de la semaine, vous allez voir, il est magnifique. Après.
Le cadeau, c'est celui-là. Vous allez me dire, c'est un maillot classique de l'OGC Nice. Eh bien non, pas du tout. Parce que c'est le maillot de la 100e de Gym Tonic. C'est pour moi. Voilà, que l'on va faire dédicacer au coach, mais aussi à Léandra, à Will, à Philippe et à moi. Non. Il y aura donc à gagner, évidemment, donc ce maillot collector, du coup, signé par toute l'équipe sur le plateau, et en particulier, déjà, par le coach. Hop, vous avez le petit stylo, Ouais, je bien vois vu, coach, à Devant, côté derrière. de vous, sur le flocage. Sur le Tant qu'à faire, flocage. voilà. Et pour cela, eh bien, vous en avez l'habitude maintenant, pour gagner ce maillot, eh bien, il faut répondre à ce petit concours de pronostics. Qui va remporter ce match entre Nice et Brest, avec le score, le nom des buteurs, le petit hashtag Gym Tonic également qui va bien sur les réseaux sociaux, et donc vous pourrez gagner ce maillot magnifique offert par l'OGC Nice, que l'on remercie bien évidemment donc pour la 100e de Gym Tonic. C'est un cadeau, c'est un maillot que vous n'aurez jamais nulle part ailleurs, ça c'est certain. C'est pas facile, ce sont les maillots, c'est pas beau, hein. Ah, il est beau. Bah, tu demanderas à Nicolas Bernard, Ouais, il pourra t'en Oh là là, fournir un. terrible. Hop là là, c'était dur là. Et hop, Manque un peu de tout ça. Ah, ils ont un peu il y en avait un aussi. Bon, ça va, c'est pas grave. Ils avaient un truc. En attendant que vous signiez. Est-ce que Pierre Lesmelou jouera contre Nice? Ah, il y a des chances. Ah oui, que Pierre pourquoi il Lesmelou jouerait pas joue effectivement contre Nice. Bon Tu as vu joueur. son but là contre le Bayern? Fantastique. Oui. On n'est pas à Brestonique. Hein. Ah, excuse-moi. Donc, Pierre Ouais, Lesmelou, on ça a le sera droit peut-être d'avoir une- un souvenir des anciens aiglons. Non, mais c'est quand même. bah oui, il est passé clairement, par ça. la maison quand même. Tu as raison. Tu as raison. Le souviens-toi, On l'a laissé c'est partir. le souviens-toi On l'a- spécial 100e. On On l'a y va. laissé partir pour prendre. Il ramène dans son coin, Philippe, là, sur Pierre Lesmelou, je l'entends depuis tout à l'heure. Le souviens-toi, donc, Pierre spécial de cette 100e de Gym Tonic, eh bien, on a décidé, chacun d'entre nous, de se remémorer un petit peu les meilleurs souvenirs de ces 100 émissions. On va commencer par toi, Léandra. Tu avais choisi, tiens, Philippe, il était dans le coup, je crois. Encore une fois, Ouais, la bonne petite question, chanson. je ne sais plus ce que j'ai choisi. Mais la petite terrible. chanson, rappelle-toi. Ah, on a l'image? Bah oui, bien Incroyable. sûr, on a Chanson de l'image. quoi? Voilà. Raconte-nous vite fait, on va voir ça. Passe-moi Franck, le maillot, je le signe. Si en 100 émissions, il y en a une à rattraper, Oui. c'est celle avec en invité Lloyd Palin. Mais c'est surtout parce qu'on avait deux personnages en face de nous, Oh malheur. Monsieur Philippe Camps et Monsieur François Paturle, qui est un Moi, je suis journaliste nommé normal à Sirius et côté qui est de François exceptionnel. Paturle. Et ils ont passé l'émission à chanter. Ah. Voilà. Donc, Vous avez décidé de faire soirée karaoké. karaoké. Bon, il y en a c'était- qui chantaient à Bollard, à la fin des matchs, donc je peux me permettre de chanter pendant les émissions. On va la voir, la séquence. On va la voir. C'était un grand moment. Allez, on y va, C'était c'est pour une parti. 100e aussi, moi. Ah, c'est vrai. Dis-moi. C'était ma Ce qui est bien, 100e. c'est qu'ils vont rentrer sur la regarde. chanson qu'on Mais entendait au rythme. t'inquiète pas, on va en parler, Philippe. Si, Avec tu vois, François. si tu- OGC si Nice, 11 grands garçons qui viennent tout droit du soleil. ça sera notre générique de fin tout à l'heure, tu vas t'assumer. Les Niçois sont là. On va te la mettre tout à l'heure, Philippe. Promis, c'est le générique de fin tout à l'heure de Gym Tonic, c'est la petite surprise. En plus, avec Nos idoles. Voilà donc la séquence de Léandra sur cette 100e, le talent de chanteur de Il a Philippe tous les Camps talents. et de François Il a Paturle tous qu'on les talents. embrasse également aussi. Will, ton petit souvenir toi de Gymto. On dit que pour savoir où on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. Oh c'est magnifique ça. On doit du bon nerf. Et donc, je n'oublie pas d'où a démarré cette émission, avec qui. Et donc Vincent, qui est désormais parti, il mène un beau chemin à l'équipe, mais il nous manque. Et voilà, j'avais juste envie de repenser à lui, à cette dernière émission où on lui avait rendu hommage. C'était une très très belle émission, touchante et difficile, la plus dure pour moi. Tout le monde avait pleuré. Ouais, c'était la plus dure pour C'était moi. un gros transfert. On l'a vendu au mercato à l'équipe. Un gros transfert. On n'a pas toujours touché le chèque, hein, j'attends toujours. mais Il n'y a pas eu le règlement Non. encore. mais Bon. ouais. Et justement, Vincent, il a un petit message pour nous. Ah. C'était obligé qu'il soit Les évidemment dans Parisiens cette pensent émission. à... Vincent Benichini qui nous envoie ce petit message depuis Paris. Hello les amis, voilà, je vous suis toujours très attentivement depuis Paris, depuis déjà 9 mois. Forcément, c'est un peu mon petit bébé hein, que vous représentez chaque semaine et le club de ma ville, donc forcément un regard toujours très particulier sur lui. Je vois que cette saison, il n'y a pas que des victoires, mais il y a quand même du spectacle et on l'a vu dans le derby avec ce bon vieux Gym. Hein, on n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise. Voilà, Gym Tonic, hein, la 100e. Je me rappelle très bien évidemment de
la 50e, un magnifique moment de la première, et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres, la 200e, la 300e, la 500e, la 1000e, et j'espère que je pourrai vous voir très prochainement. Malheureusement, je peux pas être là ce jeudi, mais voilà, mes pensées sont avec vous. Et je vous suis de très près, même si voilà, forcément je peux pas toujours voir les émissions en intégralité, mais celle-ci je la regarderai avec le coach Ez, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, mais que je suis de très près aujourd'hui à l'équipe. Donc voilà, passez une excellente émission. Mon Will ne change rien, un peu mollo hein, parfois, hein, je te vois, t'es un peu trop chaud par moment. Mika pareil, écoute, grand respect pour tout ce que tu fais depuis toutes ces années. La légende, t'es parti à la retraite, mais t'es toujours aussi indispensable et tu seras toujours évidemment chez toi à Gymto. Tu es l'âme de ce programme. Et enfin Léandra, chapeau pour tout ça, pour ce que tu fais au quotidien, et en tout cas continuez comme ça, je vous suis de très près et je vous embrasse très fort et je vous aime fort. Bisous, bonne émission. Voilà, depuis son transfert à Paris, oui, Vincent a oublié d'être concis. Il a fait 2 minutes Mais de vidéo là. Il a raison, Philippe. Comme il n'écrit plus, il a envie de parler. Il a beaucoup envie de parler. On l'embrasse évidemment, Vincent. Et nous aussi, on l'aime. Tu fais partie de l'histoire de cette émission. Philippe, ton meilleur moment de Gymto? Et bien sûr, la double venue de l'idole de ma jeunesse, Dominique Baratelli, invité seul une fois pour une émission. Et où il avait été remarquable, et il est revenu pour donner un prix à Sergei Boulka. Marcin Boulka qui avait été super bien géré par le service com de l'OGC Nice. Il connaissait toute la carrière de Baratelli. Non mais c'est vrai. Il avait été épatant. Et Baratelli était stupéfait qu'ils connaissent. On a vu la différence de taille entre. Et pourtant, le géant des deux, c'est Baratelli. Ouais. Et donc la venue de Baratelli. Et en plus, je l'avais ramené après l'émission. Et j'étais dans ma petite Austin et j'avais Baratelli à côté. Franchement. Que de chemin parcouru. Que je le ramenais, je lui disais, Dominique, j'en reviens pas de te conduire. Moi qui allais au Ré, qui te regardais plonger, là aujourd'hui tu es dans ma voiture. Et lui il me disait, regarde la route s'il te plaît. Une idole, Franck, quand vous étiez joueur ou jeune adolescent? Après, j'ai croisé pour différentes raisons. J'ai eu la chance de croiser presque le quatuor magique, le carré magique de l'équipe de France. Michel Platini, que j'ai croisé pendant que j'étais à Lens. Jean Tigana, Luis Fernandez récemment, très récemment, sur les plateaux. J'ai pas eu la chance encore de rencontrer Alain Giresse, mais ce carré magique. C'est un appel? Oui, ça se fera. J'espère que ça se fera parce que j'ai invité Alain Giresse, Nico Bernard, qui est en face de nous. Il faut inviter Alain Giresse, c'est un match de l'OGC Nice. 4 joueurs du milieu de terrain que j'ai adoré. Voilà, je les ai croisés. On a eu des petits moments de discussion avec les uns et les autres. Il restera Alain Giresse. Ça me fera plaisir le jour où je le rencontrerai. Bon, vous le ramènerez peut-être à l'aéroport aussi. Qui sait comme Philippe. Franchement, on n'a jamais eu mieux. Ils n'ont pas été champions du monde. Les 4. Mais on n'a jamais eu mieux. Voilà. Là, tu vis beaucoup dans le passé quand même. Mais, c'est Monsieur Nostalgique. Mais je le revendique. Tu as raison. Il faut savoir d'où l'on vient, comme l'a dit Will. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que. Mais j'oublie pas que Platini a flingué Nice en 78. Oui, aussi, il était fameux finaleur de pénalty. En championnat. Et en finale. Et en finale de coupe. Allez, moi, mon meilleur moment de Gymto sur ces 100 émissions, ça sera l'anniversaire de Dante. Les 40 ans de Dante, on avait organisé cela ici et c'était un moment super sympa avec le capitaine de l'OGC Nice. On voit le gâteau là et c'est vrai que je l'ai raconté un peu dans le teasing de l'émission, mais on devait avoir Franck Ribéry, coach, avec nous en vidéo. On l'attend encore. On l'attend encore, en fait, avec Franck, parce que c'est vrai qu'ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble, là, avec 2013. Ils s'apprécient beaucoup. On avait tout calé, tout était fait. Et puis, bon, Franck n'a jamais appelé le numéro qu'on lui avait donné pour appeler. C'est dommage. Peut-être une fois, ça se fera une autre fois. Dans tous les cas, voilà, c'était un super moment. C'est 40 ans de Dante sur le plateau de Gym Tonic. On fêtera sûrement son
son 50e et 60e anniversaire et il jouera toujours. Oui, certainement. Hein, oui, c'est ça. Franck, en tous les cas, c'est pas Franck qui va nous contredire. Un Dante Non, dans son je équipe. serai plus le coach. Mais il fera tout, Dante. Il fera coach, joueur, président, Président, Nice. Capo. Il fera tout en même temps. Je vais vous remercier. On mettra le petit best-of et bêtisier à la fin. Mais d'abord, je veux remercier toute l'équipe qui a aidé à préparer cette émission. Sophie Doncé, Philippe Bertini, Chloé Vargar. Sans eux, Les indispensables. Voilà, ils sont indispensables à la préparation et à la fabrication de cette émission. Toute l'équipe des sports, évidemment, de Nice Matin qui nous rejoint régulièrement sur ce plateau. Vivien Seller, Christopher Roux, Antoine Delgoulet, Romain Laronche, François Paturle, j'en oublie pas, a priori. Non, t'as été bon. Gilles là. Léon, Nathalie. Christophe Depiau qui était Et Nathalie, Christophe Depiau qui était Nathalie venu. Philippon, Christophe Depiau. Évidemment, dans tout le service des sports de Nice Matin. On remercie l'OGC Nice également de nous faire régulièrement confiance, même si on n'est pas toujours tendre avec, mais on est toujours juste, en tous les cas, avec le club. En tous les cas, on l'essaye. Merci, Franck, d'être venu avec nous fêter cette... Merci pour l'invitation et 100e, ça compte. Hein. Ouais, ça compte. On espère vous revoir sur ce plateau. Ça voudrait dire que vous avez fait votre temps aussi à l'OGC Nice également, et que nous aussi, on sera encore là, on l'espère, longtemps, comme l'a dit Vincent. Si Dieu veut. Voilà. On va se quitter donc avec ce petit best-of avant le générique, le bêtisier de Gym Tonic. On se retrouve bien sûr pour la 101e la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à tous. Bye bye. Je ne vous salue pas. Je peux finir ou pas? Oui, non, mais bon. C'est un discours d'une lucidité terrible. Aujourd'hui, c'est Disneyland à l'OGC Nice. J'allais déraper. Ouais, c'est des cagades. L'attaque fait lever les foules, la défense fait gagner des titres. Premièrement, et En puis- dansant la janaise. de la légende, en pleine forme, avec son écharpe à la Christophe Barbier, c'est bien sûr Philippe Kantz. Je ne vous salue pas. Oui, tu peux redonner le nom du club turc, s'il te plaît? Fatih Karamgourouk. C'est trop Voilà, fort. une merveille. T'as vu ça? J'ai fait turc, 3e langue. Tu manges beaucoup de kebab aussi. Je le défends toujours bec et ongle, Thuram, parce que il a un Ouais, profil. mais 0 but, 0 passe D, tu rames aussi. Hein. Je peux finir ou pas? Oui, non, mais bon. Je dis que Nice, finalement, on râle beaucoup, mais bon, on n'est pas si mal quand même. On n'est pas si mal loti. Merci Jean-Pierre River de cette intervention. C'est un discours d'une lucidité C'est factuel. terrible. J'ai plus aucun souvenir. C'était quand? Ça commence bien. La semaine dernière. Et sur les réseaux sociaux, Philippe, maintenant, ça y est. Non, pas du tout. C'est pas... Filou la castagne. Non, c'est non, ça, non, ton- non, j'y suis pas, moi. Non. Le soir, je lis de la poésie, je fais pas les poubelles. Moi, Sur quand le je recadre recadre aussi. Vincent et William, c'est autre chose. Ah ouais, ça vole. Je les colle contre le mur. Ah ouais. Ça se voit, ils ont l'air traumatisés, les pauvres. Philippe, ça va? Ça va, on te dérange pas, Philippe? Tu t'envoies des textos Non, personnels. C'est tout. Ça va bien. il y a des priorités, c'était ma fille. Donc. Voilà, Javanaise, premièrement, En et puis, dansant la janaise. t'étais obligé, évidemment. Je suis pas toujours d'accord avec toi. Ouais, mais heureusement, et c'est bien pour ça qu'on s'adore. Ils sont en Donc le reconstruction. foot a changé, les temps ont changé. Donc il faut que je change moi aussi. Aujourd'hui, c'est Disneyland à l'OGC Nice. On ne craint des gains. Voilà, ça y est, on est énervé. Non, ça y est, je suis énervé, ouais. Ouais, franchement, là, ça m'agace. J'ai mon sonotone qui a... Non, mais... J'ai mon sonotone droit qui a lâché. Je suis à 2 doigts de quitter le plateau. Je le savais bien. Rappelle-nous la phrase de Michael Jordan. T'es prêt? Ah ouais, je suis prêt. Allez, l'attaque fait lever les foules, la défense fait gagner des titres. La sentence est simple, c'est-à-dire que tu vas pas aux urgences quand t'as un rhume. Dans le football, on ne sait rien. Ouais, bon, d'accord. Non. Écoute, j'ai été biberonné au Guillou Jouvuc, donc Sofiane Diop, c'est un sujet qui appartient à Vincent et à William. D'accord, donc toi, tu es l'homme du passé. Et du passif. Évidemment, je l'attendais. Celle-là Ouais, aussi. c'est des cagades. C'est ça. Mais de toute façon, comme le dit un grand écrivain du 21e siècle, Vincent Menichini, on veut de l'émotion. Il skie, il marche, C'est il vrai fait du vélo. Ouais, Moi, je fais c'est des bon. tableaux de service, des programmes, des plannings, et je gère des cas sociaux. Si 11 grands garçons qui viennent tout droit du soleil. Ça sera notre générique de fin tout à l'heure. Tu vas t'assumer. Les Niçois sont là.